Et j'ai le plaisir d'accueillir Ève Waguerland, enseignante, agrégée et docteur en lettres modernes et auteure de nombreux ouvrages sur l'éducation, dont Chose vue et chose tue dans l'éducation nationale et l'effacement des mères du féminisme à la haine de la maternité. Bonjour Ève Waguerland. Bonjour. Alors, on va parler de l'école à la dérive. Alors, non pas parce qu'on vient brusquement de se rendre compte que l'école est à la dérive, voilà, dans vos ouvrages, vous nous en parlez depuis un certain temps, mais parce qu'il y a ce fameux rapport de la Cour des comptes qui est sorti. Et les gens de la Cour des comptes sont tellement stupéfaits de la manière dont marche l'éducation nationale qu'ils vont jusqu'à mettre en avant l'enseignement catholique comme étant un modèle à suivre. Donc là, une espèce de révolution copernicienne. En effet. Alors, ce rapport de la Cour des comptes, je l'ai parcouru largement depuis qu'il est publié et je trouve qu'il est doublement affligeant dans le sens où, il l'est à la fois par le constat qu'il pose et par les solutions qu'il, préconise. Alors à part, le modèle de l'enseignement, catholique et qui n'est, dans mon souvenir, pas non plus le plus mis en avant dans les préconisations. Donc, au niveau du constat, on se rend compte que désormais à l'école primaire, les petits français sont vraiment les derniers de l'Union européenne en mathématiques, par exemple. Avant-dernier sur, l'enseignement du français. On ne fait, que reproduire, les inégalités, sociales, en prétendant, sans cesse les gommer et par ailleurs, avec un budget qui est en constante augmentation. Et alors même aussi que les Français font partie de ceux qui passent le plus de temps, en fait, à l'école. Donc ça, c'est pour le bilan. Mais là, moi, où j'ai été très déçue, très, surprise, c'est de voir que bon, quand même, au sommet de l'État, avec des hauts fonctionnaires comme ceux qui travaillent à la Cour des comptes, face à un tel, effondrement de notre système éducatif, les préconisations sont très faibles. On brandit encore une fois la question du temps scolaire et celle du numérique à l'école primaire. Il y a quand même une préconisation, une des plus importantes, qui est de favoriser une meilleure intégration du numérique comme outil au service de la pédagogie. Alors alors même que le reste de la société est en train de se rendre compte que les écrans sont néfastes pour les jeunes et que même on tombe dans certains excès, à vouloir, ne plus du tout exposer, un enfant jusqu'à 6 ans, à un écran, Le eh président bien, Macron lui-même a oui, décidé, avec dans sa lumineuse intelligence, de nous consulter peut-être sur voilà. le temps d'écran des enfants. Et Dans donc, on sa a l'impression culture. qu'Elisabeth Borne n'est pas à son gouvernement, en fait. C'est ça, il avait été question de pause numérique à l'école, je crois, c'était de la part de Gabriel Attal, je crois. Je suis plus exactement sûre, enfin, ça fait un moment qu'on se rend compte que ça n'est pas forcément la panacée, et puis de toute façon, ça fait, des décennies maintenant qu'on parie là-dessus pour moderniser notre école prétendument et que ça ne marche pas et en fait, la réponse là est extrêmement faible par rapport à l'ampleur de la catastrophe. Eva Garland, j'aimerais qu'avant qu'on parle des réponses, qu'on revienne en fait sur le constat. Vous Mmh. l'avez dit, on est les derniers du classement en Europe. Voilà, il y a ce classement-ci comme d'autres. Mais au bout du compte, se comparer avec les autres n'est pas forcément très intéressant. Dire, si j'ai bien compris, nous sommes mauvais en français, nous sommes mauvais en calcul, c'est-à-dire les élèves du primaire arrivent dans le secondaire en ne sachant ni écrire, ni lire, ni calculer, et ils ont de faibles connaissances en histoire et en géographie, et tout ça avec un appareil éducatif qui coûte de plus en plus cher per capita, c'est-à-dire on investit des sommes dantesques sur chaque enfant au regard des résultats, et avec une organisation du temps de travail où on a l'impression qu'il s'agit beaucoup moins d'éduquer les enfants que de faire en sorte que les parents puissent aller travailler. Oui, c'est le fameux, école qui se transforme en une garderie. Alors c'est sûr que bon, le rapport actuel, il nous compare surtout aux autres pays européens, mais on peut aussi se comparer, entre Français, d'époques, différentes. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, sur la même dictée, les élèves de CM2 font le double de fautes de ceux de 1987. Et effectivement, à l'entrée en sixième, c'est dramatique. On a pratiquement, 25 des élèves arrivant en sixième qui ne maîtrisent pas la lecture et pour travailler en collège, je peux vous dire que c'est absolument terrible et terrible de devoir travailler dans des classes totalement hétérogènes,
où, bah, il y a quand même des bons élèves mais dans la même classe, des 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 gamins qui ont accumulé 4 5 années de retard scolaire et qui sont là sans savoir lire. Comment est-ce qu'on explique, comment est-ce que les pédagogistes sont capables d'expliquer qu'il y a des élèves qui arrivent en sixième sans savoir lire? Bah, hem, Alors ce n'est pas dans le rapport de la Cour des comptes, mais là, décollons un peu de la Cour des comptes. En fait, ils n'analysent, pas grand-chose puisque ce sont leurs propres méthodes qui sont responsables de cet échec. Je ne vois pas comment l'ignorer, en fait, désormais. Alors, au niveau de l'apprentissage de la lecture, au primaire, on est revenu heureusement sur l'erreur, de la fameuse méthode globale. Mais je pense qu'on en subit encore un petit peu les conséquences. Vous savez, cet, apprentissage de la lecture non syllabique, qui a sévi et qui était typiquement une invention des pédagogistes et qui a été un vrai désastre en matière d'apprentissage de la lecture. Heu, ça prend du temps pour que l'ensemble des enseignants de l'école primaire sortent de cette méthode, heu, réa réadaptent des méthodes correctes. Je pense que le point de vue, des pédagogistes, c'est toujours le même, c'est l'idée qu'on n'a pas été assez loin encore dans leur propre, délire, et puisqu'ils n'admettront jamais qu'ils se sont trompés. Là, on voit que la Cour des comptes, encore une fois, préconise, le numérique, nous parle de temps scolaire qui sont typiquement des réponses qu'on brandit, qu'Emmanuel Macron notamment brandit pour vraiment noyer le poisson, face à en fait, le renoncement à toute forme d'exigence, toute forme de discipline en classe et très, très jeune en fait, hein. Moi j'ai assisté l'année dernière à donc je ne travaille pas à l'école primaire, hein, donc je connais moins bien le sujet que celui du secondaire, mais j'ai assisté néanmoins à une matinée, dans une classe de CP, dans une zone difficile, l'an dernier et là, on voit tout en fait, c'est-à-dire qu'en quelques heures, j'étais dans une classe avec, 12 élèves qui étaient avec 3 adultes. Donc on voit la gabegie de moyens en fait dans ce genre d'endroit, puisqu'en plus de l'instituteur, il y avait 2 AESH. Ce sont ceux qui aident les enfants en situation de difficulté ou de handicap. Donc 3 adultes pour 12 élèves dans une salle de classe et à côté de ça, une liberté qui était accordée, c'est-à-dire qu'on les maintient dans quelque chose de très bébé. Les élèves en fait se levaient absolument à leur guise. Ils ne savaient pas lever le bras pour parler, alors que bon, il me semble que quand j'étais au CP, on était, déjà quasiment à 30 par classe et on levait le bras pour parler et ensuite, après une petite heure consacrée à la lecture, ils se sont consacrés à des activités extrêmement ludiques, soi-disant une initiation, aux sciences, mais c'était en fait un petit peu déjà la récréation sur tout le reste de la matinée. Donc il faut absolument sortir de ça, de sortir de ces méthodes, ludiques, constamment qui prennent énormément de temps. En fait, oui, et qui sont, surtout des méthodes qui ont prouvé leur inefficacité. Ce Bien qu'il y a sûr. de fascinant, c'est que, l'éducation nationale observe depuis, des décennies parfois des modèles de pédagogie, différents et avec des expériences, qui produisent de bons résultats et l'éducation nationale accumule, les preuves qu'une autre éducation est possible sans jamais en tirer la conclusion. Là, ce qui est terrible, c'est qu'on nous parle d'une nouvelle réforme, en fait, où on va faire. Je suis revenu sur la Cour des comptes, il faut plus de numérique, un aménagement, mais personne ne dit tiens, et au fait, si on revenait à la méthode syllabique, ou bien si on allait regarder du côté de Singapour pour la méthode de calcul, ou bien tiens, les Marocains ont totalement changé leur manière d'enseigner ces dernières années avec des résultats incroyables justement dans les comparaisons internationales. Et non, en fait, on a les moyens d'enquêter, on a les résultats de ces enquêtes et il n'y a jamais de passage à l'acte. Oui et il y a surtout que en fait, jusque dans les années, 50-60, on a parfaitement su faire tout ça. Moi, je connais trop mal le sujet des mathématiques et de la méthode, Singapour. Mais dans tous les cas, du moment qu'on fait différent de ce qui se passe à l'heure actuelle, ça sera certainement, mieux. Je pense Voilà, on s'est voilà, ça beaucoup c'est dit. trop on s'est beaucoup trop creusé la tête pour, chercher aussi la pédagogie magique, la pédagogie innovante qui allait tout, résoudre.
En fait, je pense qu'il faut revenir à beaucoup de simplicité, beaucoup de modestie dans les méthodes, et c'est surtout un virage idéologique dont on a besoin. Le problème actuel, c'est le refus de toute forme, d'exigence et de sélection. C'est-à-dire que moi, je le vois très bien, au collège, on n'a même pas réussi à mettre en place les malheureux groupes de niveau qui avaient été décidés et qui étaient très insuffisants, parce qu'il faudrait absolument une organisation globale par niveau. On ne peut pas, en fait, enseigner avec, des élèves qui ont des difficultés, énormes, dans une classe de 30. On pénalise forcément les bons et ça, le rapport de la Cour des comptes le constate aussi, c'est que la part des élèves bons et excellents, elle se réduit comme peau de chagrin, et c'est normal parce qu'ils sont constamment, sacrifiés, par notre système. L'enseignant, s'il doit gérer des élèves qui ont des problèmes de comportement, de discipline, qui ne savent rien, qui ne sont pas en mesure de suivre, le programme, il n'est pas en mesure de faire avancer les bons. Donc c'est d'abord ce tournant idéologique qu'il faut prendre. Dans votre ouvrage Chose vue et chose tue dans l'éducation nationale, donc qui est paru en 2023, il y a 2 ans aux éditions de l'Artilleur, est-ce que, vous étiez déjà sur les mêmes constats que celui de la Cour des comptes aujourd'hui? Évidemment, en fait, l'effondrement du niveau, ça, tout le monde il était encore nié, dans les années, enfin, il y a quelques décennies, mais maintenant ça fait à peu près, je dirais 10-15 ans que plus personne n'ose, en fait, le nier. Donc ce rapport, il n'apporte rien, en fait, à part constater, que ça continue de s'effondrer et que c'est de pire en pire chaque année. Dans la mesure où idéologiquement, il reste dans une ligne, voilà, consternante de lâcheté et d'aveuglement. Ça ne sert à rien. Moi, mon propre constat, il a évolué sur un point qui me paraît important et qui n'est jamais souligné. Oui, il y a la question, des méthodes, il y a la question, idéologique, mais je pense aussi qu'on ne se rend pas compte à quel point aussi l'immigration de masse qu'on subit est un poids pour notre système éducatif. Et ça, je ne me le formulais pas forcément encore quand j'ai écrit le livre, et maintenant ça me paraît, une telle évidence, en fait. Et ça aussi, c'est indiqué par les classements, notamment PISA, qui nous indiquent, qu'un élève issu de l'immigration a 2,4 fois plus de chances qu'un élève autochtone de se retrouver parmi les élèves peu performants en mathématiques. Et en fait, il y a un moment, il va aussi falloir se confronter à cette question, c'est que, on sait très bien que les établissements difficiles, ceux qui grèvent notre niveau, qui plombent notre niveau, général, ce sont des établissements remplis à 80-90 d'élèves issus de l'immigration, avec un problème de maîtrise de la langue française à la maison. À un moment, faut cesser de s'illusionner, sur le fait que des gens qui vivent avec un niveau socioculturel très bas et maîtrisant mal le français, leurs enfants ne vont pas réussir correctement à l'école, en fait. Ça va être très compliqué. Ils arrivent, en fait, dès l'école maternelle avec un différentiel de vocabulaire sur les autres qui est colossal. Et ça, en fait, ensuite, on ne le rattrape jamais. Donc on peut faire de la mixité sociale, artificielle, on peut incriminer le privé parce que ça c'est la nouvelle mode, de dire que le privé, serait la cause de l'effondrement de l'éducation. Ce qui est ridicule parce que, en fait, encore une fois, ce sont ceux qui sont responsables de cet effondrement qui maintenant, pointent du doigt le privé, Alors, et il faut bien il pointe le doigt le privé en expliquant que le privé, en quelque sorte, capterait les ressources qui doivent être dérivées sur le public, ou que les méthodes du privé étant élitistes parce que capitalistes, empêchent le public d'avoir l'excellence auquel il aurait droit. Et donc, ça. Et le problème, c'est qu'encore une fois, ils refusent de se mettre en question parce que pourquoi il y a eu une fuite dans le privé? C'est parce que, le public était déjà en train de s'effondrer, parce qu'il refusait, toute forme d'exigence, de sélection, de discipline. Donc, il faut savoir où est le facteur premier, en fait, et le facteur premier qui fait que maintenant tous les bons élèves partent dans le privé, qu'à Paris, ça devient, on va bientôt passer la barre des 50 dans le privé, je crois, hein. ouais, tout à Heu fait. Avec l'idée que dans le privé, malgré tout, c'est le privé hors contrat, voilà, c'est une chose, mais l'immense majorité de l'enseignement privé est en fait un enseignement privé sous contrat, autrement dit, avec les méthodes de l'éducation nationale, avec les programmes de l'éducation nationale. Et donc, si le privé réussit mieux, c'est pas qu'il enseigne un autre français, d'autres Tout à fait. mathématiques ou C'est ce que je voulais vous avec dire tout d'autres à méthodes. l'heure sur, le miracle de la pédagogie.
Dans le privé, ils ne pratiquent pas, des pédagogies extraordinaires, ils ne font rien de particulier. Simplement, et bien, quand un élève, enfin moi j'ai une amie qui travaille dans le privé, quand elle me raconte pourquoi on fait un conseil de discipline et pourquoi on exclut un élève dans le privé, je tombe des nues en fait parce que, ce sont bien souvent pour des actes qui dans le public ne vaudraient aucun ennui en fait, tout simplement, hein. Donc voilà, on accepte, de faire régner un petit peu d'ordre, un peu de discipline et peut-être un peu moins de couteaux dans les sacs et hem et puis, oui, il y a une forme de sélection, par le niveau qui est pratiquée. Voilà, un peu moins de couteaux dans les sacs, effectivement, ça ne fait pas partie du rapport de la Cour des comptes. Je suis en train de recevoir Eve Wagerland pour nous parler de l'école en difficulté. Tout à l'heure, à 9h07, nous recevrons Régis Le Sommier pour un tour du monde de l'actualité. Il y a une chance qu'on parle de l'Ukraine. Mais tout de suite, revenons à cette école à la dérive et à la manière dont le gouvernement français a l'air de proposer des solutions qui n'en sont pas. Nous avons, Eve Wagerland, évoqué le fait qu'il y avait d'autres modèles et que ces modèles ne sont pas suivis. Et nous avons évoqué le fait que la Cour des comptes, en fait, est incapable, d'une part, d'aller chercher des pédagogies innovantes qui ont fait leurs preuves et donc se contentent de vouloir innover avec le numérique, innovation déjà controuvée et déjà en fait méprisée par plusieurs systèmes et même par la société civile dans d'autres lieux que l'éducation nationale. Et surtout, nous avons évoqué le fait qu'un retour en arrière est impossible alors que, vous l'avez souligné, avant, ça marchait mieux. Effectivement, Mmh. régulièrement, on a droit à des photos avec des dictées d'élèves passant leur Mmh. certificat d'études en 1910 ou en 1920 et on est stupéfait par le niveau de langue, la qualité de l'écriture. Autrement dit, on savait faire à une époque avec beaucoup moins de moyens. Tout à fait, il n'y a pas besoin de ce budget, colossal. Encore une fois, moi, ce que je préconise, en priorité, ce sont vraiment des choses simples. Mais comme je vous le disais aussi, le problème à l'heure actuelle, c'est que, l'école, forcément, elle est le premier réceptacle de tous les problèmes de la société et en particulier, l'école, publique et effectivement, si en plus, les élèves qui sont plutôt bons et plutôt bien éduqués fuient dans le privé, là, on est face à une probabilité que l'école publique devienne simplement, un une espèce de garderie socio-éducative, qui n'aura pas d'autre fonction que de maintenir entre 4 murs, des gamins qui seraient plus dangereux, pour les autres et pour eux-mêmes, dans la rue, comme on nous le dit parfois franchement, hein, moi, j'ai déjà, devant des chefs d'établissement, avancé le fait que quand même, un tel, perturbait la scolarité des autres, et cetera et on m'a répondu: «Ah non, mais il c'est important qu'il soit là, c'est notre mission de scolarisation, il est mieux là qu'à dealer dans la rue» et en fait, tant qu'on raisonne comme ça, on transforme vraiment le public en une garderie socio-éducative, hem et hem et on abandonne tous les autres élèves et effectivement ceux qui là-dedans veulent encore travailler, et apprendre sont totalement pénalisés, ils sont même discriminés. Ils sont pénalisés parce qu'à chaque fois, on aligne le niveau sur le plus bas, on aligne la discipline sur le plus indiscipliné, et donc le professeur passe son temps à essayer de discipliner l'indisciplinable et à ne pas vouloir perdre le dernier de la classe, ce qui fait que les premiers n'apprennent rien. Oui, oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le nivellement, par le bas et évidemment que dans des classes extrêmement hétérogènes, ça fonctionne comme ça. Alors, revenons un tout petit peu sur ce que vous avez dit sur l'immigration. Le problème, c'est évidemment le niveau de langue des parents et la capacité des parents à accompagner les élèves. On se rend compte, par exemple, que les fils et filles des instituteurs et professeurs ont de meilleurs résultats que les autres, car bizarrement, les gens de l'éducation nationale savent comment marche le système et savent Oui. pallier en fait les manques du système, et que Mmh. après ça, voilà, ben, soit on peut avoir des cours particuliers, soit il y a quelqu'un qui, à la maison, a le temps de faire des dictées et de repasser derrière la leçon, soit on se retrouve avec des parents dont les horaires ou l'éducation ou le niveau de langue, en fait, ne permet pas de pallier les manques de l'éducation nationale. C'est ça. Alors cette question de l'immigration, c'est vraiment une cumulation de facteurs, en fait, qui fait que je pense les enfants, issus de l'immigration, quand ils se retrouvent groupés comme ça dans des établissements ghettoisés, ça produit, vraiment un niveau mais
une faiblesse exceptionnelle. Vous l'avez dit, donc il y a la question de la maîtrise de la langue. Ensuite, elle doit forcément être combinée avec d'autres choses parce que on sait qu'un enfant d'ambassadeur, il va s'intégrer dans l'école française, il va réussir. Donc c'est pour ça que je parle de situation, socio-culturelle basse, parce qu'en fait, on a des parents qui sont mal intégrés culturellement, mal intégrés socialement. On sait que dans les immigrés extra-européens, il y a une part très importante de gens qui ne travaillent pas, bien plus important que dans le reste de la population française. Donc cette mauvaise intégration socio-culturelle, elle fait que, comme vous le disiez précisément, ils vont avoir une mauvaise compréhension du système scolaire français. Donc il y a cette barrière de la langue et en plus le fait qu'ils vont avoir du mal à suivre, à accompagner leur enfant et à l'aider à la maison. Or, effectivement, vu la faiblesse, de nos niveaux d'apprentissage, les enfants qui réussissent sont ceux qui ont des parents qui compensent à la maison ou qui au moins peuvent les encadrer, les suivre. Parce qu'il n'y a pas de cadre au sein de l'école publique. Ensuite, en plus donc il y a cette intégration culturelle qui fait que les références de base n'y sont pas. Moi, j'ai enseigné devant des classes là récemment où en collège, vous avez des enfants qui ne connaissent plus, le corbeau et le renard, qui ne connaissent pas même pas le nom de Cendrillon. C'est impressionnant, hein, quand vous vous trouvez face à une classe de quatrième de 30 gamins, que vous dites Cendrillon et en fait c'est pas évident, va falloir expliquer ce que c'est. C'est là qu'on arrive en fait avec cette mauvaise intégration culturelle. Et en bout de course, il y a aussi évidemment, le rapport à la violence chez ces enfants qui est très différent, parce qu'il y a un rapport, différent à la violence dans les pays d'origine, dans les familles et surtout dans les cités où ils vivent et ça, le pédopsychiatre Maurice Berger en a beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous le connaissez à Courtoisie, je pense que Enfin, oui. on le connaît très bien. On espère qu'un jour, il acceptera de venir, mais mais Voilà. En tout cas, son discours est passionnant et il montre très bien en fait les logiques de bande, les logiques claniques qui règnent maintenant dans les cités, avec des jeunes, voilà, qui sont capables de s'agresser, au couteau, parce qu'on aura franchi une frontière, symbolique, c'est-à-dire qu'on sera venu dans telle rue où, normalement le clan n'a pas n'a pas lieu d'être et hem et cette logique d'extrême violence, on voit bien qu'elle entre dans l'école. Là, la semaine dernière, c'est effarant. En une semaine, je crois que c'était seulement il y a 2 jours, dans le Nord, une prof a été giflée. Alors, on n'est plus à l'école primaire, là, on est au collège quand même, mais bon. Elle a été giflée par une élève qu'elle voulait, exclure. À Étampes aussi, alors ça me touche d'autant plus que c'est un lycée où j'ai travaillé 1 an, le lycée Geoffroy-Saint-Hilaire. Les élèves ont jeté une porte de 16 kilos du quatrième étage, sur la tête des profs qui étaient en dessous et une enseignante a été blessée, mais ça aurait pu faire un mort. Donc et qu'est-ce qui s'est passé surtout? Pardonnez-moi. ils ont décroché une porte des toilettes et ils l'ont jetée du quatrième étage, Oui, non, mais en je veux dire, voyant qu'est-ce qui s'est que passé pour eux après? Il y ah a un bah, con il y a alors, un vague ça con il y c'était a il un y a vague quelques conseil de jours. discipline, on a mis en place une cellule Oui, psychologique pour aider les élèves? là, je pense que quand même, quand ça atteint ce niveau-là, il va y avoir un conseil de discipline et cetera. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai travaillé il y a quelques années, dans ce lycée et à l'époque, sévissait une CPE, alors je ne sais pas si c'est toujours elle qui travaille, là-bas, mais qui était dans des méthodes, en fait, complètement démagogiques. Pour vous dire, en fait, moi, j'avais un élève qui m'empêchait littéralement de faire cours et elle m'a, interdit de lui mettre une heure de colle. Elle voulait remplacer ça par une discussion entre moi et l'élève, et ça a été vraiment une forme de harcèlement à mon égard, quasiment, parce qu'elle m'accusait d'être une acharnée de la sanction, parce que je voulais mettre une heure de colle à un élève qui, ruinait mon cours, en fait. Alors, et Et pardonnez-moi, Eva Garland, et si vous pouviez rentrer un peu dans le détail, parce qu'il y a quelque chose qui est toujours stupéfiant quand on entend les professeurs, c'est il y a ceux qui racontent ce qui leur arrive, comme vous, comme Myriam Toulza, etc. Et il y a ceux qui subissent. Et je crois qu'il serait bon que, au-delà de la formule «cet élève ruinait mon cours», dire, voilà, il beuglait, il vous lançait des pétards, comme on l'a vu aussi il y a quelque temps dans un collège ou un lycée, voilà, où le cours a été interrompu parce que quelqu'un a décidé d'allumer des pétards et les lancer dans la salle de classe. Comment ruinait-il votre cours? alors là, par exemple, c'était typiquement un élève, c'était il y a plusieurs années, hein, donc je vais pas me rappeler tout le détail, mais qui pouvait se retourner très régulièrement pour,
bavardé, un petit peu discuté et qui aurait répondu avec une extrême insolence, si je lui faisais une remarque. Donc il y a des élèves, voilà, on peut rien leur dire, en fait. Si vous dites, «Bon, maintenant, on se met au travail» ou «Vous arrêtez de vous retourner pour parler», qui vont réagir, par des formules, en cheapant, vous savez, en faisant un bruit de bouche, méprisant, ou en disant: «Mais elle est folle celle-là», ce genre de choses, «Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait», enfin et si c'est systématique et qu'on ne peut rien dire, ça peut très vite, plomber le cours, en fait, parce qu'on a encore une fois 30 autres élèves, dans la classe et dès qu'ils sentent qu'un rentre dans l'insolence, dans l'irrespect, là, ça peut monter. En fait, ce qui se passait, c'est que ça montait tout le groupe contre moi, que je passais pour, la psychorigide. Faut bien se rendre compte que le simple fait que j'exige, en fait, de faire cours dans le silence et que je ne tolère pas les bavardages, c'est-à-dire un brouhaha de fond continu, me fait passer pour quasiment pour une cinglée, hein, dans le système scolaire actuel. Quand j'arrive et que j'essaie d'imposer ça, c'est une lutte qui dure en général jusqu'à la Toussaint et qui peut causer de véritables révoltes. Cette année-là, il y a un élève qui est parti, indigné de mon cours en suggérant que j'étais une nazie. Ben oui, vous exigez le Heu, silence, un truc de fou. oui, 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 il m'a plus ou moins traitée de nazie et 10 élèves ont quitté son cours à ma suite. Donc c'était une sorte de mini révolte, simplement parce que, voilà, je demande qu'on travaille dans ma salle de classe et que ça se fasse, en silence et que s'ils veulent prendre la parole, ils lèvent le bras, tout simplement. C'est le genre de choses très basiques, en fait, qui rendent possible l'enseignement et qui maintenant, la plupart des enseignants ont renoncé. Ils ont totalement renoncé. Ce qui Ils est achètent fascinant, c'est que les enseignants ont renoncé et ils ont même théorisé cette renonciation. C'est-à-dire que vos collègues peuvent, en catimini, en vous croisant dans le couloir et en faisant semblant de ne pas vous parler, vous glisser un mot d'encouragement comme quoi vous avez raison, mais en conseil de discipline ou en réunion d'établissement, vous êtes quand même l'exception, une exception gênante. Oui et puis, en fait, les pédagogies, tout ce qu'on dénonce comme le pédagogisme est fait pour justifier, en fait, ce renoncement parce que, par exemple, vous avez beaucoup de collègues qui adoptent, la pédagogie en îlot, c'est-à-dire les élèves ne sont plus, en face de vous, un seul par table. Ils sont uniquement, placés sous forme de groupe et seulement dans des activités, il y a plus de cours magistral, ils sont sur des documents, ils sont censés travailler en autonomie, vous voyez? Et en fait Mmh. ça, bah, ça institue le bavardage, permanent, ça le normalise, c'est une pédagogie qui le justifie. Donc effectivement, une fois que vous avez pas mal de collègues, qui, dans certains cours comme les langues ou même ça peut être le français, qui optent pour ça, quand ils arrivent dans votre classe à vous, avec un enseignement, je dirais, classique, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, en fait. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive et la Cour des comptes ne le comprend pas non plus. Dans les solutions préconisées, donc, il n'y a pas le fait de revenir en arrière. Est-ce que le pédagogisme, dont on a eu l'impression avec Luc Ferry, avec Blanquer et avec d'autres, que on luttait contre ce mouvement, voilà, né après la Seconde Guerre mondiale, que les gens avaient fini par comprendre que, en fait, non, pas du tout. Il y avait bien des savoirs à transmettre et que c'est le maître qui possède un savoir et que c'est l'élève qui doit le recevoir, plutôt que l'élève co-construise ses savoirs avec un professeur qui, d'une certaine manière, n'est là que pour accoucher en bon petit maïoticien ce que l'élève connaîtrait déjà. Et finalement, le pédagogisme est toujours actif. On a beau prétendre que c'est fini, il est toujours installé et notamment relayé par les inspecteurs de l'éducation nationale. Tout à fait. Ensuite, il y a toutes sortes, d'inspecteurs, il y a des nuances. Le problème, c'est l'effet de masse de tout ce système éducatif qui est dans une inertie, qui a une force d'inertie, en fait. On a l'impression que c'est vraiment par excellence le ministère ingouvernable. Même quand quelqu'un veut faire quelque chose un petit peu comme c'était le cas de Gabriel Attal et encore, à mon sens, c'était des demi-mesures, on voit que ça échoue. Hem la proposition de faire des groupes de niveau, c'était une première épine dans le collège unique. C'était la 1re fois qu'on allait peut-être, sortir de l'idéologie, inclusive, il faut absolument mettre tout le monde ensemble sans aucune distinction et il faut savoir que, la réforme a été adoptée. Donc on a des groupes de niveau qui sont mal fichus sur un plan, organisationnel,
qui sont une contrainte sur un plan technique, mais qu'on a mis en place dans 50 des établissements sans qu'il y ait d'organisation par niveau dedans. Par exemple, dans le collège où j'enseigne actuellement, on fait des groupes, c'est-à-dire que ma classe part avec, la moitié de ma classe part avec un autre enseignant. Donc, encore une fois, au niveau des emplois du temps et cetera, ça met du bazar, c'est compliqué. Mais, les profs, les syndicats et puis, les chefs d'établissement ont laissé faire, le gouvernement aussi. Tout ça a permis que, la répartition, dans ces différents groupes ne soit pas par niveau. Donc c'est vraiment de la poudre aux yeux, on fait semblant et on ne fait rien, en fait. Ouais, bah, on ne fait rien. Mais pour éviter d'être totalement désespéré, est-ce que mais il y a malgré tout, 2 ou 3 raisons de se dire que l'éducation nationale, à défaut d'être gouvernable, est quand même remplie de professeurs comme vous, d'éducateurs qui, essayent, là où ils sont, de faire progresser la chose ou, est-ce que vous êtes en plus le dernier des Mohicans? Alors, il y a beaucoup de professeurs qui sont très impliqués dans leur, travail, ça je tiens à le dire parce que quelle que soit leur idéologie, on nous voit beaucoup comme un métier de fainéant. Il y a beaucoup de professeurs qui travaillent énormément, qui se donnent beaucoup et sachant le peu qu'on récolte, comme en échange, c'est quand même à noter. Donc ça, c'est toujours un espoir et ensuite, il faut espérer, en fait, un virage idéologique de toute la société parce que, oui, dans les salles des profs, il y a même beaucoup de gens qui viennent me voir et qui sont favorables à mon discours contre toute attente. Mais à côté de ça, il y a une idéologie dominante qui écrase. Vous voyez, là, dans un collège comme le mien, ceux pour qui, l'organisation par niveau était une abomination et cetera, ils ont écrasé les autres qui n'ont même pas osé dire ce qu'ils pensaient, en fait. Donc ils ont imposé leur organisation, complètement aberrante, et ceux qui trouvaient que l'organisation par niveau était une bonne chose n'ont même pas osé prendre la parole, alors que si ça se trouve, il n'est pas impossible qu'ils soient aussi nombreux, Merci voire beaucoup peut-être majoritaires. merci beaucoup Eve Wagerland et c'est sur cette note d'espoir que nous allons vous quitter. Merci 1000 fois.